Septembre 1944. Une pluie froide et incessante tombe sur les routes étroites des Pays-Bas. Le sol, bouleversé par des semaines de bombardements, n'est plus qu'un amas d'ornières boueuses où chaque véhicule peine à avancer. Alors que les explosions des tirs d'artillerie résonnent encore au loin, les convois alliés avancent avec précaution. Les regards se tournent naturellement vers les chars Sherman qui ouvrent la route ou vers les canons automoteurs qui les protègent. Cependant, juste derrière ces imposants véhicules, un camion ordinaire couvert de boue avance, si ordinaire qu'il en devient presque invisible. Le conducteur derrière le volant n'a pas pour ambition d'être un héros. Sa seule mission est d'atteindre la ligne de front avant la tombée de la nuit. Sa caisse contient des caisses de munitions, des bidons de carburant, des pièces de rechange mécanique et des vivres préparés pour une unité qui n'a pas reçu de ravitaillement correct depuis des jours. Si ce camion n'atteint pas sa destination, les fusils se tairont bientôt, les véhicules s'immobiliseront et les blessés devront attendre encore plus longtemps pour être évacués. La destination du convoi n'est qu'à quelques kilomètres, mais ces quelques kilomètres détermineront peu être le sort de toute une opération. À première vue, rien ne distingue ce véhicule des centaines d'autres camions qui sillonnent les routes d'Europe. Il ne possède pas de blindage épais, il ne transporte pas de canons puissants capables de détruire des chars. Son nom n'apparaît presque jamais dans les livres qui relatent les grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale. Malgré cela, des milliers de soldats savent qu'il n'est pas seulement un véhicule de transport. Derrière cette apparence modérée se cache l'un des engrenages les plus importants de la machine de guerre alliée. Alors, comment un camion à l'apparence si ordinaire est-il devenu indispensable sur presque tous les fronts où combattaient les forces du Commonwealth? Pour trouver la réponse à cette question, il faut remonter bien avant les opérations de débarquement, les grandes offensives et même les jours où le monde a été entraîné dans une nouvelle guerre. À la fin des années 1930, les planificateurs militaires britanniques étudiaient attentivement les conflits des dernières années. Les leçons de la Première Guerre mondiale étaient encore fraîches dans les mémoires. De nombreuses offensives s'étaient arrêtées non pas par manque de courage des soldats, mais à cause de l'effondrement des lignes de ravitaillement. Les armes se développaient rapidement, le nombre de véhicules augmentait et les armées se motorisaient à une vitesse jamais vue dans l'histoire. Une seule vérité restait cependant inchangée. Aucune armée ne peut progresser plus vite que son système de logistique. Chaque char entrant en guerre consommait une grande quantité de carburant. Chaque batterie d'artillerie avait besoin de centaines d'obus. Chaque bataillon d'infanterie ne pouvait combattre sans nourriture, eau, médicaments, pneus, pièces de rechange et équipements de communication. Derrière chaque victoire remportée se trouvait une organisation logistique gigantesque que l'opinion publique ne remarquait souvent pas. Le Royaume-Uni a rapidement compris que sa propre industrie ne suffirait pas à produire tous les véhicules nécessaires pour une guerre à l'échelle mondiale. À ce stade, le Canada, doté d'une industrie automobile en plein essor, est devenu un partenaire stratégique. Grâce à ses usines modernes et à son accès sécurisé aux ressources de l'Amérique du Nord, le Canada avait la capacité de produire des milliers de camions militaires pour les armées du Commonwealth. Les ingénieurs militaires ont rapidement identifié un problème majeur. Les armées utilisaient un grand nombre de véhicules appartenant à différents fabricants. Chaque modèle avait son propre moteur, son système de freinage, sa transmission et ses pièces de rechange. Pour les mécaniciens en poste sur le front, cette diversité se transformait en un véritable cauchemar. Des milliers de pièces différentes devaient être conservées dans les entrepôts et une simple panne pouvait mettre un camion hors service pendant des semaines s'il était impossible de trouver la bonne pièce. C'est dans ces conditions qu'est né le programme Canadian Military Pattern, connu sous l'abréviation CMP. Sur le papier, son objectif était assez simple, mais il constituait une véritable révolution sur le plan de la logistique militaire. Produire une vaste famille de véhicules partageant le plus grand nombre de pièces communes possible. Les cabines, les systèmes de commande, de nombreuses pièces mécaniques et divers composants techniques ont été standardisés. Ainsi, les processus de production et de maintenance ont été grandement facilités. Le CMP C15A était également l'un des membres importants de cette nouvelle génération. Il n'avait pas été conçu pour battre des records de vitesse ou attirer l'attention par sa puissance impressionnante. La base de sa conception reposait sur une idée bien différente. Pouvoir fonctionner chaque jour, dans toutes les conditions et avec le minimum de maintenance possible. Le système de traction à 4 roues motrices a également été l'un des éléments les plus critiques de la conception. Sur les cartes, les routes ont toujours l'air régulières. Mais sur le terrain de la guerre, la réalité est tout autre. Une forte pluie peut transformer une route en bourbier en quelques heures.
les bombardements creusent des cratères profonds. Les ponts s'effondrent et les convois sont obligés d'emprunter des sentiers improvisés à travers les champs ou les forêts. Dans un tel environnement, la capacité d'un camion à poursuivre sa route a souvent bien plus de valeur que la vitesse maximale qu'il peut atteindre. Lorsque les premiers véhicules sont sortis des chaînes de production au Canada, personne ne savait quel rôle crucial ils joueraient à l'avenir. Les camions étaient chargés sur des convois traversant l'océan Atlantique et constamment menacés par les sous-marins allemands. Avant même d'arriver au front, chaque voyage constituait en soi une opération militaire dangereuse. Ces véhicules étaient devenus les héros silencieux de la grande lutte logistique dans l'Atlantique avant même d'arriver sur le champ de bataille. Une fois arrivés au Royaume-Uni, ils subissaient des contrôles détaillés, étaient préparés pour la guerre, puis distribués aux troupes britanniques, canadiennes et autres forces alliées. Les premiers conducteurs ont découvert un véhicule extrêmement simple. La cabine était étroite, les longs voyages étaient fatigants. En hiver, le froid s'infiltrait de partout, tandis qu'en été, la chaleur devenait insupportable. Malgré cela, une caractéristique revenait constamment dans les premières évaluations. On pouvait faire confiance à ce camion. Des années plus tard, un ancien conducteur canadien résumerait ce sentiment par ces mots « Il ne faisait rien d'extraordinaire, mais il nous ramenait presque toujours à la maison ». Le Kingsa a rapidement cessé d'être un simple camion de transport. Adapté à différentes missions, il est devenu un véhicule polyvalent. Certains ont transporté des unités d'infanterie. D'autres ont été transformés en ateliers mobiles pour réparer les véhicules dans les zones proches du front. Certains ont servi de véhicules radio, de centres de commandement ou d'ambulances de campagne. Cette polyvalence a considérablement réduit la charge logistique des armées alliées. Cependant, le véritable examen de ce modeste camion de fabrication canadienne allait commencer dans les déserts d'Afrique du Nord sous un soleil de plomb où le sable s'infiltrait dans chaque pièce mécanique. Le front d'Afrique du Nord était l'un des endroits les plus impitoyables pour tester la résistance d'un camion. Le jour, la chaleur étouffante mettait les moteurs à rude épreuve, tandis que la nuit, le froid mordant affectait le fonctionnement des pièces métalliques. Le sable fin du désert ne se contentait pas de se loger sous les pneus, il pénétrait à l'intérieur du moteur, dans les filtres et dans toutes les pièces mécaniques en mouvement. Alors que de nombreux véhicules tombaient fréquemment en panne dans ces conditions, le plus grand avantage du CMP Sea-Kanzié était sa simplicité. Les mécaniciens parvenaient souvent à réparer les pannes en peu de temps avec quelques outils de base et à remettre le camion sur la route. Chaque minute passée sur le front comptait et cet aspect pratique a permis parfois à une unité de recevoir son ravitaillement à temps et de contribuer à la poursuite des opérations. Lorsque la guerre s'est ensuite déplacée en Italie, les difficultés rencontrées ont été totalement différentes. Cette fois, le problème n'était pas le sable, mais les routes de montagne escarpées, les passages étroits et les ponts détruits en permanence. Avancer de quelques kilomètres pour un convoi pouvait prendre des heures. Alors que les véhicules lourds peinent parfois à progresser, le CMP Sea-Kanzié parvenait à emprunter des itinéraires plus étroits grâce à sa structure relativement compacte et à atteindre les unités en première ligne. Bien sûr, tout n'était pas toujours sans heures. Il y a eu des moments où il s'est embourbé ou a subi des pannes mécaniques. Cependant, le point souvent souligné dans les rapports de guerre était qu'il pouvait poursuivre sa mission de manière fiable tant qu'il bénéficiait d'un entretien. À l'été 1944, après le débarquement de Normandie, les armées alliées ont commencé à progresser rapidement vers l'intérieur de la France. Mais avancer rapidement entraînait également des problèmes logistiques. Alors que le front avançait de dizaines de kilomètres chaque jour, les dépôts de carburant, de munitions et de nourriture restaient en arrière. Les historiens rappellent souvent ceci. Le succès d'une offensive dépendait non seulement du courage des soldats en première ligne, mais aussi du travail incessant des camions à l'arrière. C'est précisément à cette époque que le CMP Kinzé a accompli sa mission la plus intense. Travaillant presque sans interruption le long de milliers de kilomètres de route, ces camions n'ont pas seulement transporté du matériel. Ils ont acheminé des soldats blessés vers des zones sûres, transporté du matériel médical vers les hôpitaux de campagne et convoyé des véhicules et du matériel pour les unités de génie qui construisaient des ponts. Pour de nombreux soldats en service sur le front, le bruit de ce camion était le signe que les secours approchaient. À ce stade, il convient de poser une brève question. Les véritables héros d'une guerre sont-ils seulement ceux qui tirent, ou les personnes invisibles et les véhicules qui permettent à ces armes de ne jamais se taire ont-ils part au même succès? L'importance du CMP Sea-Kanzié résidait précisément dans la réponse à cette question. Il n'a pas fait la une des journaux. Il n'a pas figuré au centre des photos de victoire. Cependant, en accomplissant des milliers de tâches invisibles, il a contribué à maintenir le rythme de la guerre.
Au cours des derniers mois de la guerre, lors de la progression aux Pays-Bas et en Belgique, le même tableau s'est répété. Les routes transformées en boue par la pluie, les infrastructures détruites et l'allongement des lignes de ravitaillement mettaient constamment à l'épreuve les unités logistiques. Malgré cela, les camions CMP ont continué à faire partie intégrante de convois, fonctionnant presque sans arrêt. Leurs missions ne se sont pas arrêtées après la guerre. Ils ont longtemps continué à servir dans la reconstruction de l'Europe, le retour des soldats chez eux et la distribution de l'aide humanitaire. De nombreux véhicules ont ensuite continué à être utilisés pendant des années dans les armées et les institutions civiles de différents pays. Aujourd'hui, lorsque l'on évoque la Seconde Guerre mondiale, on pense principalement aux chars, aux avions de combat et aux grandes batailles. Pourtant, les historiens mettent désormais beaucoup plus clairement en évidence que l'un des éléments les plus importants ayant déterminé l'issue de la guerre était la logistique. Un char sans carburant n'est qu'un amas de métal lourd. Un canon à court de munitions se tait. Une unité qui ne reçoit pas de vivres, aussi bien entraînée soit-elle, ne peut pas combattre longtemps. Revenons au début de notre histoire, sur les routes pluvieuses des Pays-Bas. Ce modeste camion embourbé continue d'avancer en silence. Vu de l'extérieur, il continue de paraître ordinaire. Mais nous savons désormais que les quelques caisses transportées dans sa caisse ne sont pas de simples charges. Elles sont l'espoir de survie de centaines de soldats combattant sur le front, la capacité de mouvement d'une armée en progression et l'un des maillons indispensables du système logistique allié. Le CMP Kinza n'a peut être jamais été le véhicule le plus célèbre de la guerre, mais l'histoire continue de nous rappeler que c'est parfois en créant la plus grande différence avec les véhicules dont nous entendons le moins parler.